qui est docteur José Enrique Villa Rivera. Alors, encore une fois, bienvenue, docteur. Alors, pour ce qui a trait au docteur qui est avec nous en ce moment, c'est pas pour nous soigner sur le plan de la santé, mais pour nous soigner en termes, en termes de connaissances plus poussées sur le plan, peut-être, je dirais, socio-démographique hein, du Mexique. Alors, peut-être dans un premier temps, docteur, si vous pourriez vous présenter et un petit peu nous dire ce que vous avez fait dans le passé et ce que vous faites maintenant comme travail. Oui, bien sûr, Monsieur Léger. Enfin, d'abord, il faut que je commence en disant que mon français n'est pas aussi bon que celui de Gerardo Castillo. Bien sûr, je fais mon doctorat en France, mais ça fait déjà longtemps. Donc, je vais essayer quand même de me débrouiller, et essayer de laisser les mots et le message que j'ai préparé pour cela. Euh, Deux, trois mots sur mon devenir professionnel. Je suis ingénieur chimique. Et je fais un doctorat en France en génie pétrolière. Et après beaucoup de temps, j'étais directeur général de l'Institut national polytechnique. C'est l'institution plus grande au Mexique de formation des ingénieurs. Après l'Université nationale du Mexique, c'est l'institution plus grand en nombre d'élèves. Et après ça, j'étais directeur général de l'Institut mexicain du pétrole. L'Institut mexicain du pétrole, c'est le centre de recherche plus important dans les domaines des hydrocarbures, des énergies. Et suite à ça, je dirigeait le Conseil national de sciences et technologies. Le Conseil national de sciences et technologies au Mexique, pour faire une comparaison avec le Canada, c'est le ministère des sciences et technologies. Et là, on a dirigé la politique scientifique et technologique du pays. Et après ça, je suis devenu ministre d'éducation dans un État de la République. Et maintenant, je suis un consultant indépendant. Voilà. Excellent. Pourriez-vous, dans un premier temps, je sais que Gérardo a fait un peu un portrait sociodémographique, mais est-ce que vous pourriez nous parler davantage justement du réseau de l'éducation au Mexique? Bien sûr, bien sûr. Je vais vous demander aux personnes qui sont là s'ils peuvent me passer deux ou trois postes, deux ou trois tableaux que j'ai. Si vous pouvez me passer la suivante, s'il vous plaît. Et voilà, j'ai fait quelques numéros, quelques faits saillants sur le système éducatif du Mexique. Et on ne voit pas tout. Je pense qu'il y a une partie de la présentation qu'on ne voit pas. On voit très C'est bien à la partie. l'écran. On voit très bien à l'écran quand même, nous, de D'accord. notre côté. Alors, je ne sais pas si... C'est ce que c'est ce qu'on on voit là dans le tableau sur les élèves du système éducatif au Mexique fondé sur la scolarité. Donc, on a une éducation primaire, c'est l'éducation élémentaire, environ 24 millions d'élèves qui se trouvent plus ou moins dans la fourchette de 6 à 14 ans. En éducation secondaire, c'est le deuxième cycle c'est le lycée. On a environ 9 millions d'étudiants. Donc, c'est les âges entre 15 et 18 ans. L'éducation, c'est environ, entre l'éducation première et l'éducation secondaire, c'est environ 16% qui se trouvent dans ce cas dans les lycées. Suivant, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça ce que je disais tout à l'heure. Il y a une partie de mais je vais vous dire quand même, si on peut, on peut revenir au tableau d'avant.
Voilà. Et ce qui manque là, et qui était dans la présentation, c'est le troisième cycle, c'est l'éducation supérieure. Et en éducation supérieure, on a environ 4 millions d'étudiants, c'est-à-dire un peu moins que le lycée. 4 millions d'étudiants qui se trouvent, qui font des programmes d'études qui visaient sur les ingénieries, sur tous les niveaux, le troisième niveau, le troisième cycle. Et finalement, on a environ 1,7 million d'étudiants qui font des programmes spécifiques pour la capacitation dans le travail. C'est ça l'ensemble. On a dans le système éducatif mexicain, c'est environ 34,4 millions d'étudiants par rapport, millions d'élèves, par rapport à 126-127 millions d'habitants. Donc, vous voyez là l'importance de l'éducation dans notre pays par rapport au nombre d'habitants que on a. Et alors, maintenant, si vous pouvez me passer la suivante. Si on peut faire un zoom sur le sous-système d'éducation secondaire sur le deuxième cycle, on a 3 millions en lycée général, environ 1,7 million de lycées en lycée technologique et 50 000, oui, il y a une petite erreur là, c'est 50 000 étudiants en professionnel technique. C'est là, si vous voyez ce tableau-là, c'est là où se trouvent les possibilités de collaboration et d'échange avec les lycéens, le RCCFC au Canada. C'est-à-dire les programmes au Mexique qui ont une compatibilité avec ce type de programme, c'est le lycée technologique et les professionnels techniques et quelques programmes qui se trouvent dans l'éducation supérieure. C'est là le domaine au nombre de chiffres des étudiants que nous avons au Mexique. Si vous pouvez me passer la suivante, s'il vous plaît. Et il y a quelques questions que M. Leyer a posées à M. Gerardo Castillo qui peut-être se trouvent ici. On peut trouver ici une réponse sur le thème qu'il a demandé. D'abord, quelle stratégie on peut suivre pour collaborer ou exporter sur les services éducatifs qu'il y a le RCCFC au Mexique? D'abord, il faut considérer 3 ou 4 aspects importants à mon avis. Monsieur Léger demandait si l'espagnol ou le français était une question qu'on devait considérer. Bien sûr, dans la collaboration, c'est une affaire culturelle à avoir avec des personnes, avec la communication. Donc, l'espagnol, c'est une question importante, ou les français, c'est une question importante pour essayer de faire une collaboration à longue durée. Et la langue, c'est important. Vous savez, il faut vous rappeler, l'Amérique latine a environ 650 millions d'habitants, desquels 465 environ parlent l'espagnol. Donc, si on veut faire quelque chose au Mexique et en Amérique latine, donc il faut travailler, il faut s'y mettre dans les thèmes de la langue. Et il y a, comme disait Gerardo Castillo tout à l'heure, un réseau de formation au Mexique, mais c'est ce qu'il faut dire aussi clairement, c'est qu'au niveau lycée, au niveau de l'éducation du primaire au secondaire, on ne parle pas français, on parle un petit peu d'anglais, mais c'est difficile la communication si on veut faire de collaboration avec d'autres pays ou d'autres réseaux au Canada notamment. Donc, il faut s'y mettre dans les thèmes, il faut voir les thèmes des langues. Il faut connaître aussi, à mon avis,
il faut connaître très bien le fonctionnement du système éducatif au Mexique. C'est assez grand, comme on l'a vu, avec quelques numéros, quelques chiffres, mais aussi il y a beaucoup de sous-systèmes qui ne fonctionnent pas alignés, je peux dire. Donc, à mon avis, nous avons au Mexique un problème de structure qui ne se communique pas suffisamment pour avoir des résultats plus importants. Donc, il faut connaître très bien. On a des universités technologiques, on a des universités polytechniques, on a le CONALEP, que disait Gerardo, qui fonctionne séparément. Donc, il faut connaître quels sont les problèmes ponctuels qui présentent ce type de sous-système. À mon avis aussi, il faut considérer, M. Léger disait qu'il faut visibilité le RCCFC à l'international. Donc, à mon avis, je pense que la présence d'un bureau, la présence au Mexique, pour promouvoir les intérêts des membres du RCCFC, c'est nécessaire. Et surtout aussi, il faut définir les ressources qui seraient visées à investir dans les prochaines années. La suivante, s'il vous plaît. Donc, quelques projets faisables, comme disait M. Léger. Donc, où est-ce qu'on peut travailler en Mexique? Avec quelle institution? Donc, il faut toucher où, non? À mon avis, il y a quelques-uns. C'est une liste seulement pour montrer une idée. Des programmes spéciaux pour la formation des professeurs d'enseignement technique dans différents niveaux. Donc, on peut concerter ce type de programmes. Des alliances stratégiques pour le développement des projets spécifiques. On a parlé du CONALEP. CONALEP vient de renouveler son staff directif. Donc, ils sont en train de développer une réforme du système d'enseignement technique. C'est un système assez large, assez élargi dans tous les pays. Dans tous les États, il y a au moins 2 ou 3 écoles qui sont centralisées par le CONALEP. Un autre projet faisable, c'est des programmes spéciaux pour la formation, l'utilisation des outils techniques virtuels, programme de mobilité des élèves, alliance pour l'établissement de formation technique avec double titulation. C'est-à-dire, c'est quelques projets faisables, mais il y a beaucoup en fonction de connaissance, en fonction de la capacité de chaque école du RFSC. Quelles sont les potentialités, quelles ressources humaines on a, quelle est l'infrastructure. Il y a beaucoup de programmes qui peuvent être mis en œuvre dans ce type de collaboration, comme programmes de mesures, des attestations d'études collégiales, programmes de formation présentielle à distance, en ligne, des formations non créditées, des programmes collégiaux crédités, etc., etc. Mais je pense qu'il y a une possibilité réelle mais il faut connaître bien en place la situation de l'éducation au Mexique et il faut connaître, bien sûr, avec des précisions, quel type de programme on peut collaborer ou exporter dans le Mexique. Voilà. Enrique, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'aurais peut-être une question qui pourrait s'adresser à vous, José Enrique, et aussi à Gerardo ici en studio. Ce serait de savoir, est-ce qu'il y a le financement qui est comme possible? Parce que parfois, on peut travailler sur des projets, sur des choses, et là, on a identifié les secteurs, les programmes potentiels à exporter, mais en contrepartie, il faut que nos collèges et cégeps soient payés jusqu'à un certain point. Fait que j'aimerais ouvrir cette discussion-là, à savoir le potentiel d'être payé, d'être compensé finalement pour le travail effectué. Est-ce que vous avez une perspective là-dessus, José Enrique? Voilà, oui. Je pense, bon, le financement,
toujours un petit problème qu'il faut résoudre. À l'international, le financement, c'est une des choses les plus importantes. Si on n'a pas de sous, on peut pas exploiter et faire beaucoup de choses. Donc, il faut trouver au Mexique et au Canada les différents schémas pour avoir des financements qui peuvent provenir. Au Mexique, il y en a quelques agences, par exemple le Conseil national des sciences technologiques. Chaque sous-programme, par exemple les universités technologiques, les universités polytechniques, a une bourse qui possibilite l'international, des accords de collaboration internationale. Par exemple, l'Institut national polytechnique au Mexique, une école au niveau supérieur, a une bourse aussi, mais qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas toujours suffisante. Donc, il faut toucher les portes. Et on a au Mexique une entité qui c'est un des plus importants à convaincre de ce type de collaboration, que c'est le ministère d'éducation supérieure et le sous-ministère d'éducation supérieure et le sous-ministère d'éducation de baccalauréat, lycée, etc. Et là, il faut toucher, parce qu'au Mexique, vous savez, toutes les relations avec toutes les structures des écoles, c'est très centralisé. Donc, d'abord, si je serais, vous, au Canada, Jean Léger, directeur du FSSC, j'essaierais de trouver la porte avec monsieur le sous-secrétaire de l'éducation supérieure et du lycéen, du moyen supérieur, on dit au Mexique. On les connaît bien, on sait qui. Il faut convaincre du type de collaboration, des types de projets qu'on peut réaliser ensemble. Et le bénéfice, maintenant, pour les différentes institutions du sous-système d'éducation supérieure et milieu supérieur. Et je pense que la même chose peut se réaliser au Canada, mais aussi il faut penser sur les différents portes, par exemple l'industrie. Donc il y a du financement qu'on peut recevoir de l'industrie pour développer des programmes bien ponctuels, programmes sur mesure, qu'on peut réaliser dans un secteur de l'industrie canadien qui est au Mexique. Et de retour en studio, Gérardo, est-ce que vous aviez une perspective là-dessus sur le financement? Oui, je pense beaucoup au grappe industriel. Des fois, je vois que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des financements lorsqu'il y a une espèce de consortium, pas seulement l'autorité mexicaine, mais aussi les investisseurs étrangers qui ont des projets qui sont très, très importants. Par exemple, l'industrie minière, l'industrie agroalimentaire, qui sont déjà là et qui ont besoin d'être certifiés. Toute la partie de l'industrie de l'auto, la voiture électrique, il y a beaucoup de développement qui se fait. Maintenant, Tesla est en train de vérifier ici à Monterrey, dans l'état de Nuevo-León, ou bien dans le centre du pays, on va développer une usine Tesla. Alors, c'est beaucoup plus facile lorsqu'il y a l'industrie à côté. Alors, moi, j'irais travailler par grappe industrielle, les grappes des mines, écologie, environnement,